Dans une de ses nouvelles aventures, Edgar Allan Poe raconte comment, à Londres, il suit un vieil homme de 65 ans, à l'habit déchiré, qui se perd dans les tourbillons des rues, le flot des piétons. Le marcheur affectionne les artères encombrées, et le soir tombé, recherche les bazars tumultueux, les spectateurs qui sortent des théâtres, les cabarets bondés. La fermeture des établissements de nuit, emplis d'ivrognes et de filles, l'emplit de désarroi. Dès l'aube, il trotte vers le centre-ville pour s'immerger dans le flot des premiers employés qui partent au travail. Et là, recommence inlassablement sa pérégrination jusqu'au soir, sans aucun repos. Être un goûteur de foule, fraterniser avec des milliers d'inconnus dans une shop promiscuité, voilà qui est difficile désormais. Prière de mettre un mur et une armure autour de soi. Ne me touchez pas, ne me frôlez pas, ne me fixez pas. Un simple regard pourrait me rendre malade. La baguenote nonchalante, sans but, est devenue suspecte. Chaque promeneur transporte son lot d'émissions mortelles. Même un chat qui vient se frotter contre vos jambes semble un foyer d'affection ronronnante. Le plaisir de flâner au milieu des multitudes, d'assister à un concert ou à un match, d'aller au restaurant, collés les uns aux autres, à rire et à boire, coude contre coude, la volonté d'être un glouton optique affamé de nouveaux visages, c'était hier. Aujourd'hui, l'autre est un ennemi pour moi comme je le suis pour lui. Nous n'avons pas assez de toute la rue pour nous éviter. Nous avons perdu l'innocence du contact au profit du maître et demi. Les transports en commun, en temps habituel, aux heures de pointe, ce sont des cauchemars. Il y faut, pour les femmes, se protéger des peloteurs, pour tous des odeurs malséantes, des pickpockets qui vous délestent avec grâce. S'y ajoute maintenant le risque bien réel de la roulette russe. Un éternuement, une toux discrète, et vous voilà à la merci d'un peloton d'exécution. Que deviendra l'expérience du restaurant s'il s'agit de manger dans des box séparées par des cloisons de plexiglas, comme dans les parloirs d'une prison, de boire un café en terrasse, si l'on ne peut plus parler à ses voisins que par un mégaphone ou en élevant la voix. Que de subterfuges faudra-t-il déployer pour transformer cette quarantaine culinaire en festin partagé, en joie des sens et de la conversation. Il y a 30 ans, le sida imposait une contrainte vitale, se protéger pour ne pas contaminer, et la salive était innocentée de toute suspicion. C'était un flux bien heureux, dont le mélange symbolisait celui des corps. Le préservatif permettait l'union, sans la propagation. Précaution élémentaire qui a sauvé bien des générations. Là, rien de tel. Le virus flotte dans l'air. La maladie se pose sur vous de façon aléatoire. Votre conjoint peut l'avoir croisé sur la route d'un jogger qui a hamé, d'un client de supermarché qui a exhalé les fatales particules. Et voilà, le cycle enclenché, la malédiction qui commence. Le pneuma, chez les Grecs, c'était le souffle divin qui engendre la vie. La respiration primordiale devenue ensuite le Saint-Esprit. Désormais, ce souffle est potentiellement létal. La chaude moiteur de la laine peut tuer. Mais l'autre était un vertige, il devient un verdict. Y a-t-il plus propice à la décapitation des ardeurs? Va-t-on développer un érotique du lointain, un Corona Sutra conseillé par le corps médical? Va-t-on connaître une disette d'épiderme et la jouissance par écran, comme dans la Barbarella de Vadim? Ce nanar où l'héroïne jouée par Jane Fonda faisait l'amour du bout des doigts avec son partenaire. Si Michel Sim ou le bon docteur Salomon pouvaient aussi nous éclairer sur ce sujet. Certaines cultures s'accommodent mieux de cette pudeur du contact. En Asie, on s'incline en joignant les mains. On a acquis l'instinct du nombre, qui n'est pas comme chez nous, le conformisme du troupeau, mais l'art de vivre ensemble, à plusieurs dizaines de millions. Ces fleuves humains, dans leurs crues et leurs étiages, ont un sens, une logique et presque une délicatesse. En Amérique, on se salue pour mieux s'éviter. On ne vous sourit pas pour vous engager la conversation, mais pour vous prier de rester à votre place. Je t'ai enregistré. Tiens compte de mon existence et passe ton chemin. Essayez là-bas, en bon français, d'embrasser une femme qu'on vous présente.
Elle se rétractera comme sous la langue d'un crapaud, et le seul l'argument de l'exotisme culturel l'empêchera de porter plainte contre vous. Quant au hug, il n'est pas une étreinte chaleureuse, mais une accolade à distance qui doit s'accomplir le ventre rentré en évitant tout contact avec les surfaces corporelles. Mais chez nous, en terre latine, que vaut une vie où l'on ne se touche pas, où l'on ne se serre pas dans les bras, une vie sans effusion chaleureuse. Nous vivons en Europe, dans une civilisation urbaine, et l'art de la ville est par excellence l'art du théâtre, l'art de se donner en spectacle et d'apprécier le spectacle offert par les autres. Se regarder, s'évaluer, constitue un aspect essentiel de la vie publique. Observer les gens qui déambulent depuis les terrasses de café est un passe-temps délicieux. Et sur cette vaste scène où se concentrent toutes les ethnies, tous les genres, tous les âges, se joue une pièce toujours semblable et différente dont l'énergie nous fascine et nous épuise. La foule s'étonne elle-même à travers ceux qui la composent. Que va devenir cette féerie urbaine si on doit porter des masques, des mufles en tissu, des visières, des gants chirurgicaux? Que sera le visage d'une ville peuplée d'habitants sans visage, grimés comme des figurants d'une mauvaise série médicale américaine? Un bal costumé sur le thème hall d'hôpital en plein air. Aucun romantisme de la douleur. Ici, aucune esthétique de la pathologie. Nous sommes conviés à une rééducation complète. Fini, par exemple, la mauvaise habitude des Français de se coller aux autres dans les files d'attente par impatience. Une froide géométrie l'emporte sur la danse des atomes. Quoi? Vous ne portez pas de masque? Vous avez encore un visage à vous? En propre. On peut le dire maintenant, sans se faire traiter de réel. Oui, c'était mieux avant. C'est-à-dire il y a 2 mois. Nous jouissions d'une liberté, d'une nonchalance que nous avons sous-estimée. Autant que la casse économique, cette contrainte affective va plus encore entamer notre joie de vivre. La planète s'est tellement rétrécie qu'elle a rendu négligeables les distances qui nous séparent de nos semblables. Le filet se resserre, suscitant un sentiment de claustrophobie et presque d'incarcération. Catastrophe naturelle, migration de masse, les tribus humaines ne cessent de dégringoler les unes sur les autres, de se piétiner. Né sur un marché surpeuplé en Chine, dans un entremêlement de bêtes mortes et d'humains, le Covid semble une métaphore de l'hyperdensité humaine. Il nous commande de nous séparer pour survivre. Faudra un jour songer à vider nos grandes villes saturées, toujours au bord de l'asphyxie. Ce sera peut-être le seul avantage de cette épidémie. Le problème est peut-être moins de substituer le vélo aux voitures, mais de décongestionner nos rues, nos avenues. Le nombre tue la beauté, l'émotion, le silence. Déjà, Venise. Barcelone songe à instaurer des quotas de touristes. N'est-il pas temps, comme pour les grottes de Lascaux, de délivrer des permis de visite au risque de détruire les lieux que tout le monde veut voir en même temps? Est-il bien raisonnable, à cet égard, de maintenir les Jeux Olympiques de 2024 à Paris? Effet paradoxal, la Terre devient immense. Le confinement, c'était le rétrécissement de l'espace et la dilatation du temps. Le déconfinement sera l'inverse. Les distances vont augmenter de façon exponentielle. Prendre le train et surtout l'avion constituera un exploit. Partir dans le Midi ou traverser l'Atlantique seront des aventures hors du commun, d'autant que les populations locales n'ont aucune envie de voir arriver des vacanciers potentiellement contagieux. Nous ne sommes plus les bienvenus dans notre propre pays. Le proche est devenu lointain et le lointain inaccessible. Tout ce qui était merveilleux se révèle dangereux. Tout ce qui était banal se révèle merveilleux. Partager un café, dîner entre amis,
Donner une fête équivaudra à danser au-dessus de l'abîme. En 2020, Eros et Thanatos s'embrassent sur la bouche avec un masque. Il faudra bien du talent pour continuer à vivre en bonne intelligence avec nos frères humains, à transformer l'interdit en défi. À l'angoisse paralysante, on peut préférer l'élégance du risque contrôlé. Un jour, dans 1 an, dans 2 ans, sortir de convalescence, revenir à la normale, semblera le comble du luxe. L'épreuve nous aura révélé à quel point nous étions heureux sans le savoir, à quel point l'ordinaire est extraordinaire. Bonjour à tous, je m'appelle Théo da Silva et ce qui m'a manqué le plus pendant ce confinement, c'est le foot parce que c'est mon seul moyen de me dépenser. Je suis Océane et ce qui m'a manqué le plus pendant le confinement, ce sont les sorties car j'aime bien voir mes amis. Je suis Valentine et ce qui m'a manqué pendant le confinement, c'est la liberté parce que je ne pouvais plus faire ce que je faisais avant sans cette attestation. Je suis Al-Fayed et ce qui m'a manqué pendant ce confinement, c'est ma famille et mon île, car passer ce confinement tout seul à 8000 km des gens qu'on aime, ce n'est pas très évident. Je suis Clarisse. Ce qui m'a manqué pendant le confinement, c'est mes amis, parce que j'aime passer de bons moments avec eux. Je suis Madeleine et ce qui m'a manqué durant le confinement, c'est sortir car je n'avais plus aucune vie sociale. Et j'adore sortir, voir mes amis et ça a vraiment été très dur pour moi. Je suis Alexis. Ce qui m'a le plus manqué pendant le confinement a été de jouer au foot. Je suis Camille et ce qui m'a manqué le plus pendant le confinement, ce sont ma famille et mes amis. Ce qui m'a manqué pendant le confinement, c'est la tendresse de mon partenaire, car je suis une personne qui a besoin d'attention et de chaleur humaine. Je suis Valentin Lefebvre. Ce qui m'a manqué le plus pendant le confinement, c'était de jouer au basketball, car je joue 2 fois par semaine au basket. Je suis Claire-Marie. Ce qui m'a manqué pendant le confinement, ce sont mes amis, parce que j'adore faire la fête. Je suis Yannick. Ce qui m'a manqué le plus durant ce confinement, ce sont mes proches, mes amis, parce que c'est la première chose à penser. Et ce sont aussi les sorties, parce que les sorties permettent de s'aérer la tête et à penser à autre chose. Je suis Morgane et ce qui m'a le plus manqué durant ce confinement, c'est ma liberté. Ne plus avoir le droit de sortir, de voir mes proches, mes amis, de devoir rester enfermée chez moi sans rien faire. Je suis Jérémy, ce qui m'a manqué le plus pendant le confinement, c'est de voir mes amis, parce que je suis une personne très sociable et donc pour moi c'est primordial de voir ses amis face à face. Je suis Julie et ce qui m'a manqué le plus pendant le confinement, ce sont mes amis, parce que je ne suis jamais restée aussi longtemps sans les voir. Bonjour, je m'appelle Enzo Lebel et ce qui m'a manqué pendant le confinement, ça a été les sorties au fast-food, car avant que tout cela n'arrive, j'avais l'habitude d'y aller au moins 1 fois par semaine et du coup de ne pas y aller pendant 2 mois a été compliqué.